je félicite Mohamed et je lui demande de transmettre mes amitiés à Rachid Mrabet, qui est dans le même centre et avec qui j'ai fait tous les GIEC sur ces questions. J'ai 3 petites soumissions à faire. La première a été abordée très largement par le professeur Seck sur les limites des ressources en terre. De plus en plus, on parle d'hydrocarbures et de culture sans terre. Mais je sais que toutes les propositions qu'il a eu à faire, les coûts sont extrêmement élevés. Et nous savons qu'en Afrique, je parle sous le contrôle du sociologue, 80% de nos exploitants sont des petits exploitants qui ont très peu de moyens pour pouvoir embrasser ce futur avec toutes les certitudes du point de vue de l'investissement. Le deuxième point élément important pour les gens qui ont travaillé dans le studio comme Mohamed savent que les banques génétiques, pour répondre à ces défis du futur, ces banques génétiques ne sont pas en Afrique depuis quelques années. Au Sénégal, par exemple, la diversité génétique en riz, parlé sous le contrôle du professeur. En Casamance, qu'avait gardé l'ISRA, cette diversité génétique n'a pas eu la protection qu'il fallait. On est en train d'avoir une érosion génétique, une perte génétique assez sérieuse. Et je pose la question comment l'Afrique pourrait se structurer pour mieux protéger ces gènes qui constituent la première réponse et le premier ressort par rapport à cette agriculture du futur. Je finis par une question que je pose à tout le monde. C'est comment mettre en adéquation notre agriculture au climat futur. Les climats futurs étant des climats de forte sécheresse ou de forte inondation, des événements extrêmes. Est-ce qu'il y a des réflexions pour mettre en adéquation ces cultures avec ce qu'on appelle, nous, les analogues climatiques? Et cette réflexion ne peut pas se faire seulement avec les modèles climatiques généralistes du GIEC. Il faudrait qu'on trouve les moyens de spécifier ces modèles dans des conditions écologiques particulières, par exemple dans le Sahel, pour savoir quelle sera la fréquence de ces inondations. Ce qui s'est passé au niveau du fleuve Sénégal, du fleuve Gambie, a montré qu'il fallait s'y préparer mieux. Des tonnes de bananes ont été perdues, beaucoup d'agriculture de vivrières ont été perdues simplement parce qu'on n'a pas pu se préparer à ces situations climatiques qui sont carrément des situations climatiques extrêmes. Et la réflexion maintenant, c'est de savoir comment s'y préparer et apporter des solutions idoines. C'est vraiment les 3 soumissions que je voudrais faire pour rester dans le temps. Merci, Monsieur le Président. Le collègue Mohamed, pour sa conférence qui est très instructive et qui pose beaucoup de questions qui représentent des enjeux. Je vais commencer par une problématique donc qui est la sienne, sur laquelle il est spécialisé, la problématique de l'eau. Parce que s'il y a agriculture du futur, il y a aussi le futur de l'eau. Or, avec les inondations, les changements climatiques, effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Mais en même temps, peut-être qu'une des pistes aussi du futur, c'est de tout faire pour préserver cette eau et de pouvoir la réutiliser. Peut-être qu'il a des suggestions donc là-dessus. Ce qui m'amène également à demander son point de vue par rapport aux cultures hydroponiques. Donc, qui se font avec de l'eau, qui n'ont pas besoin de terre. Quel est son point de vue là-dessus par rapport au futur? Autre point, c'est la question les enjeux aussi, c'est la question de l'eau, toujours, et des sols par rapport au futur, par rapport à une tendance d'une privatisation de plus en plus grande et importante des sols et de l'eau, donc, dans les pays, en particulier sous-développés. Quel est son point de vue? Donc là-dessus, si on doit se projeter donc par rapport au futur. Et enfin, l'agroécologie et les innovations techniques et technologiques et biotechnologiques. Donc, est-ce qu'il y a des points de convergence entre ces 2 aspects? Quel est son point de vue là-dessus? Parce que l'agroécologie aussi est une dimension qui est très importante par rapport à l'agriculture du futur. Futur les hommes, les femmes, tout le monde, dans des conditions donc saines qui préservent leur santé. Quel est son point de vue là-dessus concernant l'agroécologie? Merci. Alors, vous pouvez brièvement nous dire un peu la situation dans les faits au niveau du Maroc et comment, comme l'a dit le président Touré, quel rôle vous pouvez jouer, le Maroc peut jouer, l'Académie du Maroc peut jouer, dans le cadre d'un élan de concertation, de collaboration sous-régionale et régionale. Voilà, je ne vais pas vous en rajouter, il y a beaucoup d'éléments importants que vous avez soulevés.
Mais nous voudrions maintenant vous entendre en espérant que, malgré nos problèmes de communication, vous avez quand même pu relever l'essentiel des interventions des différents collègues. Merci. Cher Président, je voudrais donc commencer par dire bonjour à tous nos collègues en ligne et à tous ceux qui sont également dans cette salle et les remercier de leur présence à cette session. Comme vous l'avez si bien dit, nous allons recevoir aujourd'hui le professeur Djaraf Seck et je me réjouis de la coïncidence puisque qu'on ait ces deux présentations parce que je vois beaucoup de similitudes et beaucoup de possibilités de collaboration dans le futur entre nos deux sections par l'intermédiaire de nos deux nouveaux candidats. En effet, le professeur Djaraf Seck est un mathématicien, professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'Université Cheikh Anta Diop, à la faculté des sciences économiques et de gestion, depuis 2010. C'est un enseignant-chercheur fécond qui a un cursus brillant, commencé par ce qu'on appelle un maître ingénieur en mathématiques dans le domaine de l'ingénierie mathématique à l'Université de Besançon en 1991, qui s'est poursuivi par un DEA en mathématiques option optimisation de forme à la même université. Ensuite, un doctorat unique à l'Université de France-Comté en collaboration avec l'Université Paris 6, soutenu le 31 janvier 1996. Donc, après ce cursus, il a été assistant en mathématiques de 1997 à 1999 à l'Université Cheikh Anta Diop et il a franchi toutes les étapes du CAMES menant au poste de professeur titulaire. Donc, voilà brièvement présenter son cursus. En termes de fonction et d'expérience professionnelle, depuis son intégration donc à l'université, le professeur Djaraf Seck a occupé différentes fonctions, non seulement d'enseignant-chercheur, mais également de responsable de formation, de responsable de groupe de recherche, etc., etc. Donc, vous avez, sur le document qui vous est donné, je ne vais pas revenir dessus, une longue description de son cursus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un scientifique multifacette, un mathématicien qui s'est beaucoup intéressé aux problèmes d'environnement, comme va le démontrer sa présentation, qui a initié un certain nombre de programmes de recherche en liaison avec donc l'environnement et les mathématiques globalement. Il a encadré plusieurs thésards. Il a de nombreuses publications, environ une centaine, coédité et édité des livres en mathématiques. Et son dernier poste a été conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de 2022 à 2024. Et il est chevalier de l'Ordre national du Lion, entre autres distinctions. Voilà, sans tarder, donc, je vais passer la parole au professeur Djaraf Seck pour qu'il fasse sa présentation sur le thème mathématiques et environnement physique et du vivant, les cas de l'érosion côtière, la pollution et des maladies, entre parenthèses, cancer et sida. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Gaye. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le président de l'Académie nationale des sciences et techniques, le secrétaire perpétuel de cette académie et
tous les vice-présidents ainsi que tous ceux qui sont en train de faire fonctionner cette illustre académie. Je voudrais aussi remercier de façon beaucoup plus globale cette académie pour cette opportunité qui m'a été donnée en vue que je puisse interagir avec vous sur un certain nombre de points qui m'ont préoccupé ces 20 dernières années. Je vois que mon partage là est parti. Je vais remettre ça. Oui. Et le titre de mon exposé s'intitule « Les mathématiques et environnement physique et du vivant ». Nous voudrions mettre l'accent sur l'érosion côtière, les problèmes de pollution, mais aussi des maladies que sont le cancer et le sida. Ok. Donc, dans un premier temps, je voudrais tout simplement survoler très rapidement la notion de mathématiques et modélisation. Ensuite, après, s'en suivra la problématique de l'érosion, les phénomènes de pollution, les biomathématiques, avec 2 cas de figure, et quelques contributions scientifiques avant de conclure. On peut disserter sur la notion de mathématiques avec S et sans S. Moi, je dirais la mathématique, c'est un ensemble de sciences pour faire parler des objets qui ne parlent pas comme nous les êtres humains. Et pour ce faire, il faut des outils. Il faut aussi des méthodes en vue de pouvoir sortir des éléments, des informations intéressantes et pour pouvoir interagir en quelque sorte. Par contre, concernant la modélisation mathématique, ça consiste à traduire en langage mathématique la description d'une observation, d'un phénomène ou d'une hypothèse concernant un événement de la réalité. Un fait historique important, c'est beaucoup de problèmes posés jusqu'à nos jours sont d'origine physique, mécanique, depuis l'époque de Leibniz, Newton, mais il est à remarquer que certains remontent à au moins l'Égypte ancienne, à Méroé et à Naples. Tout change à partir de la seconde moitié du XXe siècle. L'homme ne va plus seulement chercher ses problèmes dans la nature, mais dans l'environnement qu'il se crée et certaines questions de biologie. En ingénierie, en gestion, on a l'habitude de construire des systèmes complexes susceptibles d'une modélisation précise et dont l'opération se traduit par un coût ou un gain chiffrable. Donc, il y a une action qui est en fait menée sur des systèmes. Si on prend le cas de l'érosion côtière, nous constatons depuis un moment qu'il y a plusieurs causes qui sont pointées du doigt, parmi lesquelles on peut citer l'augmentation du niveau des océans, le transport de sable des côtes vers les océans avec des vagues de plus en plus fortes, et la construction aussi d'édifices de protection au niveau des plages ou des ports qui n'est pas suffisamment étudié.
Nous y reviendrons. Et nous constatons en fait qu'il y a à peu près 70% des plages de ce monde sont concernées par l'érosion côtière. Et 20% seulement seraient stables et 10% bénéficieraient d'un dépôt de sable, c'est-à-dire d'un engraissage. Et devant cette situation, les ingénieurs sont appelés à la rescousse le plus souvent à cause des investissements économiques consentis par les États et les populations et les impacts environnementaux. Les solutions proposées par les ingénieurs peuvent être résumées en 2 blocs: installation d'obstacles, construction de brise-vagues. Et ces solutions-là sont réalisées pour minimiser l'énergie engendrée par les vagues ou pour contrôler le transport de sédiments, principalement le sable. Mais la forme géométrique ou topologique donnée à ces édifices coûteux est en général déterminée avec des considérations hydrodynamiques simplifiées, des lois sur les structures fortes ou tout simplement empiriques. On ne pense pas à une élaboration de lois faibles. Et le plus souvent, on est amené au bout d'un court ou moyen terme à revenir sur les ouvrages réalisés à cause de l'apparition d'effets secondaires. Un exemple, là c'est Sali. Il y a quelque temps, beaucoup d'hôtels commençaient à faire. Et donc, il y a eu des investissements colossaux qui ont été consentis pour construire ces digues-là. Et ces digues, en fait, si vous faites la remarque, ont des formes rectangulaires. Est-ce que c'est optimal? Je ne suis pas sûr. Et quand on regarde, en fait, quand on construisait ces digues, il y a beaucoup de sable qui a été pris au fond de l'océan pour être déplacé au niveau des côtes pour créer ou bien faire de l'engraissage. Il se trouve, quelque temps après, on voit ici qu'il y a le phénomène d'érosion qui recommence. Et au bout d'un certain temps, ces digues vont s'affaisser et donc il faut reconstruire alors que ça coûte excessivement cher. Ici, c'est un autre exemple que je donne qui est au sud de la France, à Montpellier, c'est pas très loin. Il y a un endroit où on a de l'érosion et un autre endroit où on a de l'accrétion. Et il se trouve que ici, en fait, la disposition des digues, ça a changé. Mais en fait, ça règle un problème d'un côté et ça aggrave un problème de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ici, un autre problème, c'est la brèche de Saint-Louis qui a été créée par l'être humain au début des années 2000. Il y a eu beaucoup de pluie et donc la décision a été prise pour créer une brèche au niveau de la langue de Barbarie. Et ça a créé énormément de difficultés. Actuellement, pour stabiliser cette brèche, ça coûte excessivement cher et c'est extrêmement complexe. Je voudrais aussi partager avec vous cette belle image qui vient de l'astronaute Thomas Pesquet et qui disait la presqu'île de Dakar qui ressemble au poisson de type espadon et qui est fortement menacée en ce moment-là. Et nous le constatons, il y a beaucoup d'habitations traditionnelles où en fait on ressent des pressions énormes et
des déplacements des populations à cause de l'avancée de la mer. Et si rien n'est fait, je crains qu'on vive un certain nombre de catastrophes. L'autre point qui est plus ancien, c'est la flèche de Sangomar, qui a disparu, on peut dire. Donc, est-ce qu'on peut reconstituer cette flèche-là? J'ai cité, en fait, un certain nombre de points où, en fait, on constate régulièrement, et même récemment, un certain nombre de dégâts. Et beaucoup de populations ont été inondées à cause, donc, des fortes vagues. Pour regarder ces questions, le physicien ou bien le mathématicien essaye de décrire la dynamique de ce phénomène. Il y a essentiellement deux systèmes d'équations qui entrent en jeu. Ce sont des équations hydrodynamiques et des équations morphodynamiques. Et il faut les coupler. Il se trouve que quand on fait la modélisation, ces deux systèmes d'équations ne sont pas de même nature. Et ça complexifie l'interrogation que le mathématicien voudrait faire, parce qu'il faut définir des structures, avoir des définitions, démontrer des théorèmes pour pouvoir dire est-ce que sous telle hypothèse, est-ce qu'on peut avoir des solutions ou pas. Et ici, en fait, je liste assez rapidement. Hydrodynamique, ce sont les équations de Navier-Stokes incompressibles qui sont derrière. Équation de transport du sable, c'est de type Exner, c'est de la morphodynamique et ça traduit l'évolution du fond de mer. Et en eau peu profond, on a les équations de type shallow water. C'est donc équation 1,1, 1,2, et puis si on couple, on va ajouter donc cette troisième équation. Et à partir de ça, on ne peut rien faire. Rien faire si toutefois on ne met pas un certain nombre d'hypothèses, un cadre de travail pour pouvoir interroger ces phénomènes. Nous avons eu, ces 20 dernières années, nous nous sommes intéressés à un certain nombre d'équations. Dans un premier temps, nous supposons qu'on peut mesurer la vitesse de l'eau à des endroits bien déterminés. Donc, on a une batterie de données et on essaye de regarder comment le sable est transporté, quelle est la dynamique des dunes sous-marines en réalité. Cette équation qui est là, c'est une équation extrêmement compliquée. Elle peut changer de nature, elle peut être dégénérée et singulière. Donc, il faut prendre en compte ces aspects-là dans son étude. Deuxième système, c'est en fait donc là, un système où on prend les équations de shallow water plus une équation hydrodynamique. Merci beaucoup, grand. Merci. Ouais. Donc, ici, je voudrais revenir sur la forme géométrique des obstacles. On peut adresser des questions pertinentes sur ces problématiques d'un point de vue mathématique en regardant est-ce qu'on peut avoir une géométrie optimale, est-ce qu'on peut avoir une topologie optimale. Dans ce cas de figure, ce n'est pas seulement de la géométrie différentielle, il y a de la géométrie métrique, il y a de la géométrie fractale. Et il y a deux questions intéressantes qui pourraient être donc pointées. C'est comment
améliorer les ouvrages construits pour atténuer ou ralentir le phénomène d'érosion en agissant sur la géométrie. Et où est-ce qu'il faudrait les localiser? Où est-ce qu'il faudrait les mettre? Il ne suffit pas seulement de mettre des digues. Si vous mettez des digues, en fait, il y a les vagues qui viennent, qui creusent, arriver à un certain moment, la digue tombe. Donc, il y a des endroits bien déterminés où il faudra placer ces obstacles-là pour agir sur l'énergie mécanique, en fait, développée par toute cette dynamique-là. Et il y a des contraintes, ce sont des équations aux dérivées partielles déterministes ou stochastiques du type que j'ai présenté tout à l'heure. On a fait des tests numériques au bout de quelques années. On a pris les équations de Navier-Stokes stationnaires. On s'est donné des données. Donc, on a généré des données d'un point de vue académique. On s'est dit, mais tiens, comment ça va évoluer? Il y a un code, donc un algorithme qui a été mis en place, de la programmation, qui est fait par Aliou Seck, qui a soutenu sa thèse de doctorat, avec une supervision rapprochée d'un expert, le professeur Alsan Si de l'Université Alioune Diop de Bambey, qui a fait sa thèse avec moi il y a quelques années, pour regarder comment cette forme géométrique pourrait évoluer. Et on se rend compte ici, c'est pas cette forme circulaire-là qui est optimale, mais c'est celle-là. Il y a d'autres types d'équations qui nous ont intéressés, qui sont assez compliquées aussi. Ce sont les équations des ondes d'eau, les tsunamis, Hellichow, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'il y a l'incompressibilité qui est prise en compte, mais aussi il y a des équations qui en fait décrivent la dynamique du fond de l'eau, mais aussi de la surface de l'eau. Les phénomènes de pollution, de nos jours, on remarque de plus en plus un changement climatique, un réchauffement global de la planète Terre, une augmentation de la pollution provenant des industries polluantes, une explosion du trafic urbain, avec comme conséquence des problèmes de pollution, les phénomènes de désertification, exemple, donc le désert du Sahara est là, il est en train d'avancer, et il y a aussi des problèmes de santé publique aussi qui sont derrière. Ici, en fait, on voit à gauche, donc c'est la VDN, en bas, c'est Madagascar, à droite, c'est Douala, au milieu, c'est Lagos, et puis ensuite, ici, bon, il y a la couleur, malheureusement. Et puis en bas, donc, c'est la Chine. Donc, on peut tout résumer à travers des images de ce type. Nous devons donc penser à l'exploitation du pétrole et du gaz en mer. Les questions de pollution doivent être intégrées dans cette exploitation. Sinon, les problèmes de pollution, mais aussi la pêche va être impactée en quelque sorte, ainsi que tout ce qui est faune, en fait, la flore sous-marine. Ici, en fait, on a entendu tout à l'heure le professeur Aïd Mohamed qui en a parlé tout à l'heure. C'est aussi un exemple de pollution. Et on peut le résumer assez succinctement à travers cette image.
Il y a aussi l'autre cas de figure, il y a la pollution, il pleut, il y a une infiltration au niveau des nappes aquifères. En plus, il peut y avoir aussi le problème de la pollution liée au biseau salé. Pour traduire tout ceci, on peut essayer de condenser. C'est un problème de dynamique des milieux poreux. Il y a la porosité, effectivement, qui est inconnue. Il y a les concentrations de pollution qui sont des inconnues, mais ça dépend du temps. Il y a la diffusion, et ainsi de suite. Les deux dernières équations, ce sont des lois expérimentales. Et pour essayer de faire quelque chose, on est obligé d'introduire des hypothèses supplémentaires pour regarder le phénomène de pollution sous un angle. Donc, on perd de l'information en introduisant des informations ou bien des hypothèses supplémentaires. Un exemple, c'est ce système d'équation dérivée partielle qui est là, qui n'est pas très compliqué à résoudre si on fait des mathématiques. Mais en fait, ça nous avait occupé entre 2006 et 2008. Actuellement, je peux dire que c'est facile, parce que là, on sait faire. Mais quand on regardait ces questions-là, ce n'était pas du tout ça. Mais il se trouve que on s'est dit, est-ce qu'il est possible de se départir des lois expérimentales? Ça, en fait, là, si on y arrive, mais c'est meilleur que ça. Les problèmes de biomathématiques, il y a deux aspects qui nous ont préoccupés ces dernières années. Le problème des tumeurs, en fait, j'avais commencé à y réfléchir vers 2002-2003. J'ai eu un ami, en fait, là, qui est décédé prématurément. J'ai demandé à son père, il me dit qu'il a été emporté par donc là, une embolie pulmonaire. Je me suis dit, mais tiens, ce serait peut-être intéressant, nous les mathématiciens, que nous commencions à regarder ces aspects-là. Pas tout simplement dynamique de la population, genre équation différentielle ordinaire. Ces questions-là, si on veut les adresser, ce sont des équations dérivées partielles. C'est un peu plus complexe. Et ce qui serait intéressant, c'est de dire, si le médecin a fait son diagnostic et il a un certain nombre d'informations avant de faire une opération, est-ce qu'il peut avoir une information approximative sur la taille des tumeurs avant de démarrer son opération? On a été fortement influencé, vous allez voir tout à l'heure, par une grande équipe qui est aux États-Unis, dirigée par le professeur Abner Friedman, qui est à la tête de l'institut de biomaths le plus prestigieux du monde. Et nous avons pris le même modèle qu'ils ont étudié pour essayer de voir est-ce que nous pouvons proposer d'autres façons de faire pour essayer peut-être avoir à peu près les mêmes résultats. Pour le sida, c'est un problème de santé publique. Nous disons tout de suite que jusqu'à présent, la maladie n'est pas éradiquée. Les dernières informations qui sont à notre disposition sont de 2018. Il y avait à peu près 1 million d'individus qui étaient décédés de cette maladie et 37 millions qui vivaient avec. La question qui se pose est de savoir est-ce qu'on peut interpréter ce phénomène comme une dynamique avec nos outils que nous avons pour essayer d'étudier la stabilité de la pandémie en quelque sorte. Je ne vais pas entrer dans la modélisation. Il y a des gens beaucoup plus avertis que moi sur ces questions-là. Nous avions un projet de recherche avec le professeur Moussa Baldé et
des Belges. Et donc, on a eu à travailler énormément avec eux sur les questions de biologie, d'abord, dans un premier temps. Ensuite, après, on a repris la main pour regarder les aspects donc, liés à notre expertise que sont les mathématiques. Les contributions scientifiques. Au niveau de l'érosion, on a fait plus d'une dizaine de publications, mais il y en a 5, 6 ou 7 qui sont majeures. Et à partir de ces publications, on peut faire des combinaisons et faire d'autres publications. Maintenant, il y a en fait un certain nombre de problèmes ouverts qui se posent. Est-ce que nous devons continuer à faire engloutir des milliards, pour construire des obstacles, ensuite revenir 10 ans encore après pour faire engloutir des milliards, ainsi de suite, de façon donc récurrente. On s'est dit, mais ce serait bien de poser le problème de l'invisibilité des vagues sur la plage. S'il y a de l'invisibilité, le sable ne va plus être déplacé de façon frénétique et là, on pourra agir sur les questions d'érosion de façon beaucoup plus efficiente. Mais l'invisibilité, c'est jouer sur la forme géométrique, mais aussi, ce sont des problèmes de géométrie des objets invisibles en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudra transformer la hauteur d'eau qui est principalement proportionnelle à l'énergie mécanique et qui transporte tout ce sable-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire une transformation, faire des installations intelligentes avec donc utilisation de l'intelligence artificielle, d'autres objets beaucoup plus intelligents, récupération de cette énergie pour en faire de l'électricité, parce qu'il y a une énergie hydromarine, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a aussi le problème de localisation de ces obstacles et le mouvement de la dynamique des populations. Si on dit les populations ici, ce sont les grains de sable qui vont se déplacer. Et il y a les aspects numériques, puisque tant qu'on n'adresse pas suffisamment les questions numériques, on ne pourra pas aller à la phase de validation. Maintenant, il y a une question fondamentale en 3 dimensions spatiales. Dès que c'est profond, on doit utiliser les équations de Navier-Stokes. Ces équations-là, jusqu'à présent, ne sont pas bien comprises par toute la communauté mathématique. Actuellement, il y a 6 problèmes que la fondation Clay a financé. Ils étaient au nombre de 7. Il y en a un qui est résolu en 2003-2004. Mais sur ces 7 problèmes, celui qui trouve, il a $1 million. Et c'est déjà prêt. Maintenant, nous tous, toute la communauté du monde qui s'intéresse aux équations dérivées partielles, nous ne savons pas répondre. Jusqu'à présent, ça résiste. Est-ce que ça entre dans le cadre de l'incomplétude au sens de Gödel, ou bien il faut changer de structure pour essayer d'adresser ces questions? Il y a 2 questions essentiellement. L'unicité de la solution faible, mais aussi l'existence de solutions fortes qui est liée à des questions de régularité. Vous allez certainement me dire, mais pourtant on fait voler des avions. Oui, mais en fait, c'est l'avion qui bouge, qui est contrôlé par rapport à l'air, qui est un fluide, et sa dynamique est décrite par des équations de type
Navier-Stokes. Les problèmes de pollution, on a trouvé un résultat en 2015. On peut se passer des lois expérimentales dès qu'on sait résoudre ce système d'équation numéro 10. C'est tout petit, mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement difficile d'étudier ce système. Pour certains cas, nous savons répondre. On sait qu'il y a solution. Pour d'autres, il n'y a pas solution. Pour d'autres, on peut construire des contre-exemples pour dire qu'il y a problème. La question qui se pose est de savoir est-ce qu'on ne doit pas changer de structure algébrique, géométrique et topologique pour adresser ces types de défis. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi du transport partiel ainsi que les aspects numériques qui sont derrière? Les tumeurs, je vous disais tout à l'heure que le professeur Abner Friedman a engagé un vaste programme les dernières années, au début des années 2000 jusqu'en 2016. Quand il démarrait ça, il était dans l'université du Minnesota. Mais l'Ohio University, ils l'ont débauché pour lui donner cet institut-là. Et ils ont réussi à faire de la culture biologique, mais aussi en même temps étudier des équations qui ressemblent, en fait, qui ont permis de pouvoir approximer l'évolution des tumeurs. On a pris le même modèle et on s'est posé la question de savoir si on peut proposer essayer de détecter les tumeurs. Après avoir fait des mathématiques que je ne présente pas ici, la tumeur, elle est en fait représentée ici, en quelque sorte. Maintenant, ça, c'est au niveau académique. Il serait bon de pouvoir faire la validation. Mais pour faire la validation, il faut des données, il faut être à côté de médecins, il faut être à côté de biologistes pour qu'ils vous disent que cette hypothèse-là n'est pas bonne, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, et ainsi de suite. Il y a aussi des problèmes extrêmement intéressants qui sont ici derrière, comme des problèmes inverses, l'identification des coefficients de diffusion, mais aussi comment on peut faire pour regarder ces questions-là si on va augmenter la non-linéarité. Enfin, le problème du sida, regardez comme un problème de système dynamique avec étude de la stabilité pour voir est-ce qu'il n'y a pas de phénomène de bifurcation qui peuvent apparaître. Et ici, en fait, on a regardé globalement deux systèmes, mais c'est lié à la thérapie essentiellement. Les coefficients qui sont devant, en fait, sont des coefficients sur lesquels on peut agir. C'est lié aux médicaments, c'est lié en fait au macrophage, c'est lié aussi au CD4-8, au CD4-7, au CD4, au CD8, ainsi de suite. Et ici, c'est un système dynamique non linéaire qui pose des difficultés. Nous avons essayé d'adresser un certain nombre de questionnements et aussi des éléments de réponse. L'autre système dynamique qui est plus compliqué, qui n'a pas été fait jusqu'à présent, on s'est dit, on va complexifier le problème et on met une fonction du type qui a été inventée par ces deux-là. Et au sortir des efforts qui ont été faits, nous avons pu avoir ces deux publications. Il y a Mokhtar Andé qui a fait sa thèse sur ces questions. Il est au Sénégal.
Raphaël Jungeuse, c'est notre collaborateur qui est en Belgique, et le professeur Moussa Baldé, qui est aussi signataire de ce travail. Une question importante, c'est: est-ce qu'on peut spatialiser ces modèles-là? Est-ce qu'on peut prendre à la fois en compte le temps et l'espace? Tous ces phénomènes-là ont un dénominateur commun. Ils ne sont pas bien compris, et l'apport des mathématiques pourrait aider dans leur formulation, leur étude, avec des outils qu'on peut développer afin d'aider dans les prises de décision. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais peut-être emprunter le mot de Pape Salif, magnifique. Les mathématiques pour nous rendre intelligents, je dirais. Parce que vraiment, j'ai fait de la modélisation, je suis hydrogéologue. J'en connais un bout, mais là vraiment, je pense que c'est du très haut niveau. Voilà. Donc peut-être, sans faire de commentaires particuliers, peut-être donner la parole à la salle et aux collègues qui sont Je voulais moi aussi féliciter le professeur Djaraf-Seck et m'appesantir sur un domaine que je connais bien et qui est une préoccupation majeure au cours de ces 30 dernières années, qui est le sida au niveau national et international. C'est vraiment notre focus. Et ce que nous avons en tant que... J'ai beaucoup appris, je suis médecin infectiologue, mais j'ai une complexité de ces formules mathématiques, mais votre approche pédagogique nous a permis de comprendre un peu. En ce qui concerne l'infection par le VIH, avant, les malades mouraient d'infections opportunistes parce qu'on n'arrive pas à maîtriser l'élément clé que je n'ai pas vu dans votre modèle mathématique, c'est la charge virale. C'est la charge virale, la capacité de ce virus à se multiplier de façon exponentielle et qui va détruire pratiquement tous les organes de ce patient-là. Et c'est en 2000 que nous avons pu trouver ce qu'on appelle la thérapie antirétrovirale, les médicaments antirétroviraux. En les combinant, comme vous l'avez très bien montré, des trithérapies qui vont cibler ce virus à des parties différentes et qui vont bloquer l'élément clé, la réplication virale. Plus ces médicaments ont un potentiel de bloquer cette réplication, plus vous permettez à ces malades de vivre longtemps. Aujourd'hui, nos malades, le plus âgé, il a 90 ans. On a commencé le traitement depuis 98 au Sénégal. Et donc, ces médicaments antirétroviraux, en bloquant la charge virale, ont permis de faire du sida une maladie chronique. Nos malades ne meurent plus de sida. Ils meurent de diabète, ils meurent d'hypertension parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps et ils subissent ce qu'on appelle le phénomène de double vieillissement. Vieillissement naturel comme nous tous, mais vieillissement dû au VIH lui-même. Donc je pense que dans ce modèle mathématique, et vous avez bien raison, et c'est là, Président, que les tradipraticiens nous battent. Nous disons, nous stabilisons la maladie. Et ils disent aux malades, nous guérissons votre maladie. On stabilise parce que, en fait, le réservoir de virus, on n'a pas encore un médicament qui enlève carrément le virus de l'organisme. On maîtrise la réplication virale, mais on n'arrive pas à enlever le virus. Il y a quelques traces qui sont, qu'on appelle dans notre langage, indétectables, mais qui permettent à ce patient de vivre longtemps. Donc, dans le modèle mathématique, je ne vois pas comme, est-ce que, pour vous, le virus lui-même, la charge virale plasmatique, qui est une de nos préoccupations majeures, ne devrait pas rentrer dans ces formules-là. Et deuxième, je termine par ça, je vois là une collaboration très, très ouverte entre votre équipe et la nôtre. Nous avons ce qu'on appelle le centre de recherche et de formation à Fann, où on a une cohorte de malades, 4500 patients qui sont suivis régulièrement depuis 2000 et qui sont mis sous traitement antirétroviral. Il y a une collaboration que je vous tends la main, et avec cette équipe pluridisciplinaire, je pense que nous, médecins, on va beaucoup apprendre de vous pour mieux maîtriser cette maladie.
En tout cas, merci beaucoup pour cette ouverture-là. Féliciter chaleureusement Djaraf Seck, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Trieste, au Centre international de physique théorique, où un de ses jeunes collègues avait reçu un prix international. Et c'est en ce moment que j'avais découvert le bel esprit qu'il est. Le président Senghor, parlant des mathématiques, disait « Les mathématiciens sont les poètes de la science ». Il vient de démontrer effectivement qu'il est un poète de la science. Les mathématiques constituent pour moi une passion, je dois le dire. Je suis peut-être un mathématicien raté, parce que j'avais bénéficié d'une bourse quand j'ai eu un bac C avec mention. J'étais à la fac de sciences et on devait nous former, ensuite nous envoyer à l'école normale supérieure, pour qu'on soit après des professeurs du lycée. J'ai fait 1 an, ça s'est bien passé. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé à l'aventure. Et voilà là où m'a mené l'aventure. Alors, moi j'ai utilisé les mathématiques en agriculture. J'ai beaucoup travaillé sur la modélisation et la caractérisation des stratégies des agriculteurs. J'ai utilisé principalement comme base le modèle Premap 2 à l'époque. J'ai utilisé aussi les mathématiques pour le calcul optimal, pour la prise de décision optimale en vue de rationaliser effectivement ce qu'on doit faire. J'ai aussi utilisé les mathématiques pour faire un modèle comment nourrir le monde en riz quand seront 7 milliards d'individus. Cet article, j'avoue, est le meilleur article de ma carrière parce que j'ai eu, au dernier décompte, 1009 citations sur cet article. Toujours ma passion pour les mathématiques m'ont poussé à voir mathématiques et sport. Vous savez, là aussi, je suis un journaliste sportif raté. J'écris plus sur le sport que sur l'agriculture maintenant. J'ai presque démissionné de ma section, au niveau de la section de Cannes. Une fois, je discutais avec des amis, classement de l'équipe. Oui, on devait mettre telle personne au lieu de telle autre personne, etc. Bon, j'ai pris l'effectif avec les postes. Bon, quand on fait un système 4-4-2, comme on dit, avec tant de demi, tant de ceci, tant de cela. Alors j'ai dit, il y a combien de classements pour un 11 de départ? C'était un simple problème d'analyse combinatoire. J'en étais à 98 450. J'ai donc dit à un supporter, sur 198 450, bon, possibilité de l'entraîneur, bon, la probabilité pour qu'il se trompe est aussi très élevée. Bon, tout ça, c'était pour calmer un peu les gens. Donc, mathématiques et sport. Mathématiques aussi et pêche. Vous savez, Taïb, mon ami et grand frère, on a travaillé ensemble pendant longtemps à l'ISRA. Et à l'époque, quand j'étais directeur général, on avait recruté des jeunes mathématiciens pour qu'ils apprennent la modélisation mathématique. Je crois que c'était des élèves de Maguette Diam. Alors, on leur avait dit, vous faites ça pour que nous soyons en mesure d'apprécier le niveau des ressources et prendre une décision. S'il faut continuer l'effort de pêche ou bien s'il faut un repos biologique. C'est dire donc que, je ne vais pas prendre trop de temps, mais dans plusieurs domaines, j'ai essayé d'utiliser les mathématiques et ça m'a permis d'y voir plus clair. Et finalement, je me dis, et vous le confirmez, que les mathématiques constituent un outil puissant de compréhension et d'explication du réel. Et de plus en plus, on voit des mathématiciens qui ont presque le statut d'informaticien. Tu sais, c'est difficile maintenant de voir un informaticien qui n'est qu'informaticien. Ça devient aussi
courant d'avoir des mathématiciens double profil. C'est pourquoi vous avez parlé de Moussa Baldé. Je suis content que vous ayez parlé de lui. Parce que moi, je voulais proposer à notre section qu'on le recrute pour qu'il fasse de la modélisation mathématique. Bon, vous m'avez donné le courage d'oser. Et comme le président est là, voilà, je fais la demande déjà publique. Comment... Voilà. Merci beaucoup. Bon, moi, d'une manière générale, je me réjouis de voir qu'on a au niveau national une expertise avérée. Parce qu'en fait, c'est le cas de Sali que vous avez donné. Et en tant qu'économiste, ce que nous voulons, c'est toujours optimiser les ressources rares. On veut régler les problèmes et ne pas les régler chaque 10 ans. Je suis très content sur ça. Maintenant, pollution et santé publique. Je ne sais pas hein, si d'autres pays utilisent un modèle mathématique. Mais je sais qu'en Tanzanie, ce que j'ai vu, pour pouvoir régler ça, en liaison avec l'environnement, c'est la création de poumons verts dans les villes. Donc, je ne sais pas est-ce qu'ils ont fait de la modélisation ou pas. Troisième point, professeur Salif l'a dit, je crois qu'il faudrait une collaboration accrue et large entre mathématiciens et les médecins modernes. Je pense que cette synergie-là devrait pouvoir régler beaucoup de choses. Merci. Jaraf, je voudrais dans vos réponses vous soumettre... Ah oui, d'accord. Jaraf, je voudrais dans vos réponses, si vous pouvez aborder la question du déficit sédimentaire sur le plan de l'érosion. Je dois le dire et pour l'avouer ici que les épis de Sali sont sous une grande responsabilité, celui du centre de suivi écologique. Avec le premier projet fonds d'adaptation, il fallait courir contre la montre entre les pertes des emplois directs et indirects du Sénégal et le recouvrement de ces plages pour reprendre le tourisme, disons, balnéaire au Sénégal. Mais c'est une longue histoire. Vous n'entendez pas du tout. Alors, la question qui est posée, c'est le transit sédimentaire. Est-ce que vous tenez en compte les sources de sédiments qui font les nourrissements de plage? Dans le programme Waka, on s'est rendu compte sur les côtes mauritaniennes, c'est beaucoup plus les vents désertiques qui amènent ces sables-là. Mais au niveau des rivières du Sud, c'est plutôt le transit sédimentaire à partir des fleuves qui sont le plus souvent des fleuves qui sont barrés. Je parle sous le couvert du maître Bekaï pour vous dire. Donc, quand les rivières sont barrées, Manantali, Djama et tous les petits barrages, les sédiments qui arrivaient sur la plage sont bloqués et avec un processus de sédimentation derrière. Donc, est-ce que vous en tenez compte? Maintenant, sur les pollutions, l'étude qu'on a faite au CSE, c'est les différentes sources de pollution. Les pollutions sont de nature différentes. Il y a des sources de pollution diffuses comme Bobes, où quand ça émane, c'est une grande nappe. Il y a des sources de diffusion ponctuelles comme les pipes, comme on l'appelle les cheminées. Il y a des sources de pollution linéaire comme les véhicules et les autoroutes. Est-ce que cette différenciation et le caractère de la météorologie de Dakar pourraient constituer des éléments à rajouter sur votre analyse? Merci. En Afrique. Et donc, à l'intérieur, et dans la cuisson, les modes de cuisson, oui, les particules, mais il y a aussi la cigarette, il y a l'encens. Il y a beaucoup de formes de pollution à l'intérieur des bâtiments. Oui, mais il faut justement le faire, ouvrir. Une fois que vous le faites dans la maison et que vous continuez à rester dans la chambre, ça vous pollue comme si vous fumez. Voilà, merci. Contribution qui demande à être parfaite. Des questions extrêmement intéressantes ont été soulevées. Des orientations aussi ont été données. Nous allons prendre note sur toutes ces orientations et intégrer effectivement dans les programmes de recherche.
le professeur Khalif Sow, effectivement, la question que vous avez posée, elle est extrêmement pertinente. La charge virale. Peut-être que je suis allé trop vite, mais on le prend en compte. En fait, elle est ici, je pense que c'est la variable Z et V. Oui, c'est la variable V. Nous prenons ça en compte. Et en fait, nous expliquons même, nous essayons de donner des éléments d'explication sur ce que vous avez bien résumé rapidement en tant qu'expert, qu'il y a des externalités négatives qui tuent, parce qu'il y a donc il y a les diarrhées, donc il y a énormément de choses. Et en fait, le but de ce modèle-là, c'est d'agir effectivement sur les thérapies pour en fait éviter ces externalités qui sont négatives. Et nous sommes honorés vraiment d'avoir cette invitation. Je rendrai compte donc là au niveau du laboratoire, et nous avons des collègues qui travaillent toujours sur ces questions-là. Et sur la COVID, nous n'avons pas présenté ici le problème de la COVID, mais on a fait des séries de travaux en fait sur ces questions-là. Et ce sera vraiment avec plaisir que nous allons interagir avec vous. Merci. L'autre question que j'ai notée, c'est sur les problèmes d'architecture. Okay. Si je prends par exemple la zone de Bargny, que je connais mieux. Bargny, donc il y a une partie qui est sur un plateau et une autre qui est sur une descente. Les sols de Bargny sont extrêmement fertiles. C'est boueux, mais les gens sont obligés d'y habiter actuellement. Donc il y a plein de champs. Là où on dit Diamniadio, tout ça, les sphères là, c'est pas Diamniadio. C'est Bargny, ce sont les terres, ce sont les champs des Bargny. Et en fait, il y a un marigot qui quitte au nord et en fait qui doit se déverser sur la mer. Durant la saison des pluies, on doit creuser pour avoir cette embouchure-là. Ce qu'on appelle Banou. Il se trouve que il y a la SDE qui a mis en fait donc là un tuyau pour alimenter les autres villages de Minam et de Séné. Le préfet a pris tout simplement une décision depuis les années 2000 pour dire interdiction d'ouvrir cette embouchure-là. Donc, il y a le problème de la dynamique fissurale qui est derrière. Donc, les bouts, donc un sol argileux, quand c'est mouillé, ça gonfle. Et durant la saison sèche, mais là, ça se rétrécit. Mais les bâtiments, en fait, vont s'affaisser en quelque sorte. Donc, ce sont des questions, à mon avis, qui doivent être adressées. Et on se rend compte que, au fur et à mesure, les maisons, à moins que ça soit une impression, plus donc là, on avance dans l'âge, plus on voit que ce bâtiment-là est vieux, il s'est érodé, et ainsi de suite. Et ça s'use tout à fait. Donc, il y a des questions de dynamique fissurale qui sont derrière qu'il faudrait adresser à moi. L'autre question, c'est l'optimisation des denrées rares
Oui. Donc, en Tanzanie, en fait, il y a une collègue qui était, en fait, qui travaille beaucoup sur les questions de modélisation. On est en contact toujours avec elle, Grace Machanja. Et en fait, ce qu'ils ont de plus, ou bien qu'ils ont démarré assez tôt, ils ont créé des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir prendre en compte un certain nombre d'aspects. Et cette collaboration, je pense qu'elle est vraiment encouragée. La dernière fois, elle m'a envoyé une production où, en fait, elle travaillait avec des gens qui sont dans le secteur industriel, mais avec des municipalités aussi en même temps. Le déficit sédimentaire posé par mon ami Cheikh, oui, c'est une question extrêmement pertinente. Il y a une année, c'était en 2017, en Côte d'Ivoire, un collègue, un mécanicien qui avait exposé et qui avait posé ce problème-là. Il fait la mécanique des fluides. Il dit que les barrages, en fait, bloquent ces sédiments qui doivent aller, en fait, là, au niveau des océans pour remplacer ou bien enrichir, en quelque sorte. Il y a une spécificité pour le cas de Dakar, mais aussi au niveau du littoral, il y a 2 failles sous-marines. Donc, il y a des canyons, ok. Donc au niveau de Kayar, donc, ça permet aux poissons de se reproduire. Au niveau de Yara, donc, il y a un canyon aussi, ok, c'est pas très loin. Mais il y a des vents qui circulent nord-sud, en fait, et c'est ça qui a beaucoup favorisé pendant des siècles le dépôt de sédiments pour créer la langue de Barbarie. Dans la Petite Côte, on n'a pas ça. Et ça, une fois, j'avais échangé rapidement avec Feu Isabelle Niam et à son âme. Donc, on est du département de Rufisque, donc là, on discutait de Rufisque, quoi. Okay? Elle me dit, en fait, tout le sable qui est pris, ça part, on perd ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il serait bon d'identifier où se trouvent les dunes sous-marines, récupérer ce sable, les faire ramener dans une certaine mesure. Il y a des endroits où, en fait, il y a une accrétion au niveau sous-marin de suffisamment de sable. On pourrait aussi imaginer prendre les dunes de sable au niveau du désert, prendre des parties pour faire de l'accrétion aussi. Il y a une autre question aussi que vous avez posée sur la pollution. Oui, nous ne spécifions pas systématiquement. Dans l'étude, nous cherchons à avoir donc un modèle intrinsèque, de telle sorte que là où vous voulez appliquer ça, vous allez seulement prendre les caractéristiques pour pouvoir appliquer. Donc, sans trop me tromper, je peux avancer que ça peut s'appliquer à tous ces cas de figure. Il y a des endroits où la porosité va jouer un rôle. La porosité au niveau de l'air, elle est constante. Donc, en fait, là, elle est enlevée au niveau des équations. Mais dans des endroits où il peut y avoir des phénomènes d'alcalinisation, et si on a ça, on n'a plus des équations, mais on a des inclusions différentielles. Il faudra essayer de trouver des bonnes solutions. Tout ça, en fait, là, ce sont des aspects sur lesquels on devrait vraiment s'y pencher pour apporter des éléments de réponse. Et je voudrais vraiment me joindre à vous tous, au docteur Abdoulaye Seck, pour vraiment vous remercier. Et en fait, toutes ces ouvertures que vous avez données pour appliquer les mathématiques, effectivement, on peut
tout à fait appliquer les mathématiques sur ces questions-là. Il y a l'analyse combinatoire, il y a des statistiques, il y a des probabilités, mais aussi il y a en même temps de la dynamique. Et en fait, il suffit juste que ceux qui sont plus en vue sur ces questions puissent nous expliquer, puissent nous apprendre, en fait, nous donner un certain nombre d'éléments, et puis on pourra interagir et réfléchir. Encore une fois, merci beaucoup, professeur. Merci. Je veux vraiment me féliciter de sa présentation et des discussions et des perspectives qu'il faut pour notre académie. Parce qu'en fait, si nous le prenons parmi nous, ça va être un élément fédérateur. On parle toujours de travail pluridisciplinaire, mais là, on voit émerger des axes. Les médecins sont intéressés, les agriculteurs sont intéressés, etc. Donc, je crois que c'est un élément fondamental qui va peut-être nous aider dans notre perspective de mieux fédérer nos sections. Et donc, merci, Monsieur le Président. Je vous retourne la parole. Oui, c'est un sujet extrêmement passionnant, intéressant, mais difficile. Parce qu'en fait, il faut étudier des phénomènes en fait, qui sont très complexes. Et tout ne dépend pas seulement de notre environnement. Donc, il y a le changement climatique, il y a la fonte des neiges, il y a aussi la hauteur des océans, qui est aussi un élément déterminant dans tout ça. Et donc, dès qu'il y a une hauteur d'eau qui augmente, donc il y a une énergie mécanique qui se renforce. Et donc, automatiquement, ce sont des questions vraiment complexes. Il y a la dynamique de l'eau qui est là, qu'il faudra adresser comme en fait une question. Mais ça doit être couplé aussi avec les aspects morphodynamiques, le transport de sable. Et c'est ça qui crée l'érosion côtière. Donc, si on ne comprend pas ces phénomènes-là, on ne peut pas proposer des solutions viables. Et ce sont des difficultés qui sont là. Et depuis 20 ans, nous travaillons, au moins 20 ans, nous travaillons sur ces aspects-là. Et on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Non, ça, c'est deux problèmes qui sont différents. En fait, dans mon exposé de tout à l'heure, j'ai abordé 3 problématiques, ou 4 même. Il y a les problèmes d'érosion qui nous ont occupés pendant au moins 20 ans, et ça se poursuit. Il y a les problèmes de pollution aussi qui nous ont occupés au moins pendant une quinzaine d'années, ça se poursuit. Il y a les problèmes de biomathématiques. Ici, je n'ai présenté que les problématiques liées au sida et aux cellules cancéreuses où en fait on a des tumeurs. Donc ce sont ces questions-là que j'ai abordées. Mais chaque problématique mérite des séries d'exposés. Ici, en fait, là, on était en face d'académiciens, des gens avertis, qui ont une grande expérience. Donc, on vous donne quelques minutes pour que vous puissiez faire une économie des années d'efforts de recherche. Les mathématiques, en fait, en quelque sorte, beaucoup de gens, et c'est ça qui trompe, on voit automatiquement au lycée X tel que X, etc. Les mathématiques, c'est un langage pour faire parler des objets qui ne peuvent pas parler comme nous. Et pour les faire parler, il faut des outils, il faut des méthodes. Donc, il faut une interaction et c'est à vous de poser les débats, c'est à vous de récupérer les réponses aussi pour voir est-ce que c'est cohérent. Mais il y a une théorie de l'axiomatisation qui est derrière, donc il y a un certain nombre d'axiomes. Ce sont des vérités qu'on constate, mais qu'on ne peut pas prouver. Et donc, en agriculture, si vous devez faire, par exemple,
de l'agriculture, ce sont des êtres vivants qui évoluent, qui grandissent. Donc, il y a de la dynamique de la population qui peuvent tomber malades. Il faut les soigner. OK? Donc, il y a les sciences agricoles qui sont là, qui s'occupent de ça. Mais le mathématicien peut bien, en fait, prendre, par exemple, de l'arachide et puis, donc, essayer de voir quelle est donc l'évolution de cette population dans un champ donné. Mais on n'a pas tout simplement ce modèle-là. Il faudra de l'eau. Il faut aussi regarder la qualité des sols. Il faut, si nécessaire, de l'engrais, de l'urée, ainsi de suite. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la dynamique de ces plantes. Si toutefois aussi il y a des maladies, comment faire pour proposer des thérapies, OK, sur quoi on doit agir. Donc, nous, on a un stylo, des feuilles, on griffonne, on essaye de faire parler tous ces phénomènes-là. Mais attention, on ne doit pas prendre ça comme pour argent comptant. On doit retourner vers les experts de ce domaine pour qu'ils puissent dire est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça a du sens pour eux. Si toutefois ça a du sens, ça leur permettra de pouvoir faire de bonnes prévisions. Avant d'investir, ça leur permettra aussi de pouvoir optimiser les ressources et donc minimiser les coûts, mais aussi maximiser les profits et avoir des impacts qui sont positifs. Oui, je m'appelle Ousmane Kane, Dr Ousmane Kane. Je suis le président de la section des sciences agricoles. Et quand on dit agricole, cela qualifie l'agriculture au sens strict, mais aussi l'élevage, la pêche et tout ce qu'on appelait développement rural, environnement, etc. Et aussi en qualité de vice-président, puisque ce sont les présidents de section qui assurent la vice-présidence de l'académie. Et le plus ancien, dont je suis, assure l'intérim du président quand il n'est pas là. Et aujourd'hui, c'est le dernier mercredi du mois de novembre, et tous les derniers mercredis, sauf le mois d'août et le mois de décembre, nous avons ce qu'on appelle nos séances d'animation, nos lectures académiques. Et ce sont des moments assez importants dans la vie, dans le dynamisme de notre académie, puisque ils permettent également d'échanger avec des experts sur des thématiques précises. Et aujourd'hui, c'était donc une expertise concernant l'agriculture du futur par un collègue de l'Académie des sciences royales, l'Académie royale des sciences du Maroc. Et on avait aussi une deuxième présentation sur la modélisation mathématique de certains phénomènes comme les écosystèmes, comme les maladies, etc., dont mon collègue Dr Cheikh Bekay Gaye vous a parlé. Et donc, ces rencontres permettent de débattre d'un sujet d'actualité. Et en ce qui concerne donc l'agriculture du futur, on sait tous que la mission fondamentale de l'agriculture, c'est de nourrir les populations, donc de satisfaire leurs besoins alimentaires, nutritionnels, en quantité et en qualité. Et maintenant, l'agriculture doit aussi faire face à de nouvelles problématiques de l'heure, problématiques liées par exemple aux effets du changement climatique, aux effets du réchauffement, etc., etc. Donc les sujets brûlants de l'actualité, vous avez vu tous les COP qui en parlent. Et maintenant, il a proposé dans cette agriculture du futur des pistes d'action, comme par exemple le rôle de la bioagriculture, l'intelligence artificielle, l'agriculture de précision, l'utilisation des robots, et naturellement tout ça dans un contexte de digitalisation de l'information agricole. Et c'est ce qui a fait que tous ces éléments-là ont été passés en revue et ont permis donc d'échanger sur ce que les autres collègues qui ont participé et en présentiel et en ligne ont également apporté comme contribution, comme questionnement et comme
également relatif. Donc vous savez que notre devise au niveau de l'académie, c'est d'abord l'académie au service de la nation, et le savoir pour guider, naturellement le savoir scientifique, pour guider les pouvoirs publics avec la communauté scientifique, c'est-à-dire les universités, les centres de recherche, etc. Mais aussi guider pour que le savoir soit appréhendé par notre communauté. Oui, le rôle aussi de l'académie, c'est de faire en sorte que des sujets brûlants, le changement climatique, les organismes génétiquement modifiés, ou des sujets vraiment brûlants, soient aussi compris dans un langage accessible que tous les Sénégalais, notre communauté, puissent comprendre. Et donc c'est en cela aussi que des thématiques comme celle-là, avec la médiatisation, peuvent être exploitées, appréhendées par le commun de notre communauté, au niveau des populations, parce que c'est aussi notre devoir. Oui, donc c'est en cela que l'Académie a plusieurs groupes cibles: les pouvoirs publics, les opérateurs économiques, les chercheurs naturellement, la communauté, les scientifiques, et aussi les simples citoyens. Oui, c'est notre devoir. Bien sûr, nous avons également à cibler les jeunes avec notre programme de promouvoir l'enseignement des sciences, du préscolaire au supérieur. Oui, donc il y a tout ça qui fait que bon, ça participe un peu à la mise en œuvre de notre programme de travail au niveau de chaque année. Et donc c'est un peu en cela que nos séances de lecture sont d'une grande importance. Professeur Cheikh Bekay Gaye, professeur Cheikh Bekay Gaye, professeur à la retraite et vice-président de l'Académie des sciences, président de la section sciences fondamentales appliquées et innovation. Nous venons d'assister à une rencontre dans le cadre donc des séances académiques que l'Académie organise le dernier mercredi de chaque mois. Et nous avons eu le plaisir d'avoir donc deux conférenciers, le professeur Aït Mohamed du Maroc et le professeur Djaraf Seck. Le professeur Aït Mohamed est donc candidat pour être un membre associé de l'Académie, alors que le professeur Djaraf Seck de nationalité sénégalaise est candidat pour être membre titulaire. Je vais parler plus particulièrement donc de la présentation du professeur Djaraf Seck, qui est un mathématicien et qui nous a montré comment on peut utiliser des mathématiques pour des applications à l'environnement, à la vie et à la vie de tous les jours. Il nous a montré donc l'exemple sur l'érosion côtière et les exemples sur des problèmes d'eau comme les salinisations des nappes, mais également sur des problèmes reliés au sida et au cancer. Donc ça a été vraiment une après-midi très riche. On a eu des échanges très intéressants autour de ces thématiques. Voilà.